Avant d'avoir le verdict, quoique temporaire, les législatives au Sénégal fortement attendues se sont tenues le 31 juillet dernier, mais c'est seulement jeudi, hier au soir, que les résultats, les premiers, ont commencé à filtrer. 3 coalitions étaient en lice pour avoir la majorité absolue, c'est 83 sièges sur les 165 à prendre au Parlement sénégalais. Mais voilà, la coalition présidentielle n'a pas réussi l'exploit d'il y a quelques années en s'adjugeant seulement 82 sièges, une percée historique pour 2 coalitions de l'opposition, Yewwi Askan Wi et l'autre, amenée par un certain Ousmane Sonko, qui s'adjuge 80 places à ce Parlement. En tout cas, les résultats sont pour l'heure provisoires, on attend les définitifs. Mais déjà, c'est lire, ou plutôt c'est la joie dans le camp de l'opposition. Macky Sall devra jouer les équilibristes car il a perdu cette majorité absolue. Mais voilà, on s'intéresse aujourd'hui au côté vote de cette élection. Le peuple a-t-il par ses résultats désavoué Macky Sall qui s'est illustré malheureusement après une conquête et une première partie de sa vie pro-peuple, pro-population justement. Est-ce qu'aujourd'hui la volonté du peuple s'est exprimée à travers cette élection pour dire non à ce Macky Sall-là qui, selon certaines indiscrétions, pourrait éventuellement penser à un 3e mandat? Aujourd'hui, le débat justement de DBS Matin s'ouvre sur cette question. Je commence avec vous, Passion Parfum d'Homme. Peut-être pas plonger directement dans les résultats, mais quelque chose d'assez intéressant au Sénégal. L'opposition a réussi à s'allier. Il y a eu 2 formations, 2 coalitions. L'une, la plus influente, c'est Yewwi Askan Wi, amenée par Ousmane Sonko. Peut-être, voilà, enfin, la vraie solution pour une opposition de qualité, la coalition. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais c'est pas une coalition qui s'est faite sur une base idéologique ou bien sur une base programmatique, au niveau d'un programme politique commun. Cette coalition, elle s'est faite par nécessité. Et je peux vous dire que c'est, curieusement, Macky Sall lui-même qui a été l'objet qui a poussé les autres à se mettre ensemble. Donc c'était la justification de la volonté des différents opposants à se mettre ensemble. C'était le ressort qui a permis aux autres de faire bloc pour essayer de ne pas donner la possibilité au président Macky Sall d'avoir cette majorité qui lui aurait permis au niveau de l'Assemblée de faire passer certains projets de loi surtout qu'on soupçonnait qu'il aurait l'intention de s'octroyer un 3e mandat. Donc pour le cas par exemple de Yewwi Askan Wi, il n'était pas forcément pour Ousmane Sonko, mais il était contre Macky Sall tout simplement. Mais c'est ça la vérité. Il a eu dans une première législature une majorité presque obèse. Et de 125 membres quand même. Voilà. Députés à l'Assemblée. Et pour cette seconde mandature, il a commencé à avoir des velléités par le biais de certains actes et déclarations politiques qui a fait croire, ou bien à tort ou à raison, à l'opposition, attention, Macky ne prend plus la question du viol de la Constitution pour s'imposer un 3e mandat comme un fétiche. Donc il est prêt à briser complètement cet article de la Constitution qui l'empêche de faire un 3e mandat, parce que pour lui, on ne peut pas valablement diriger un pays et imprimer sa marque de manière consistante et durable avec 2 mandats seulement. Il a dit à Malabo, vous vous souvenez, bon, sur ce fameux principe de la limitation des mandats, il a dit qu'il ne faut pas qu'on en fasse un dogme. On peut bien le violer, d'autant plus que si on a du temps, si on a du courage, si on a de la lance, si on a de force pour imprimer durablement un développement qui soit au bénéfice de tous dans un pays. Alors, l'opposition a réagi par le biais d'abord des grognes et puis des manifestations qui n'avaient apparemment pas l'air d'être arrimées à cette question-là. Mais quand on analyse très bien les faits, c'est que les Sénégalais commençaient à envoyer des coups de semonce, des sonnets d'alarme en disant attention, il ne faut pas toucher à la Constitution, parce que ça va être le casus belli qui sera déclenché avec les conséquences que nous savons. Donc je pense que c'est l'attitude de Macky lui-même qui a permis
à mon sens, à ce qu'il y a cette levée de bouclier, et il y a des tentatives, vous vous souvenez, la tentative d'exclure une Bien partie sûr, le parti, la coalition, de Sonko, d'une partie de ses candidats qui ont été invalidés. Donc tout ça a créé une situation de nature à ne pas permettre à Macky d'aller et à sa coalition évidemment d'aller à cette élection avec beaucoup plus de sérénité, sans traîner avec lui ses boulets de cette prétendue intention de sa part de s'octroyer une majorité obèse au niveau de l'Assemblée pour évidemment passer par cette Assemblée pour s'octroyer un troisième mandat. Merci. Beno Bok-Yakaar, c'est ainsi que le président ou le parti présidentiel s'est constitué également lui en coalition, mais voilà, il y a eu Askanui et Wallo-Sénégal d'Abdoulaye Wade ont grappillé énormément de voix et de parlementaires qui jusque-là étaient retrouvés dans les rangs du parti présidentiel. Est-ce que vous avez la même lecture que Passion Parfendum en disant que si ce n'est pas forcément un alliage idéologique, mais si constantiel, et quand bien même ce serait le cas, est-ce que ce n'est pas la voie pour faire front à peut-être un parti au pouvoir qui jusque-là agissait sans concurrent? Bon, vous savez... Un homme politique, bien sûr. Oui, le jeu des alliances. Le contexte politique sénégalais est tellement complexe qu'il ne faudrait pas l'aborder de manière déconnectée des réalités même intérieures. Voyez-vous, vous savez, au Sénégal, c'est le plus grand pays où j'ai vécu une forte dose de transhumance politique à outrance. C'est-à-dire où quelqu'un qui est dans ces partis peut aller de notre parti du jour au lendemain, en fonction des intérêts. Et les gens quittent les partis pour aller dans notre parti du jour au lendemain. Donc c'est le fort taux de transhumance politique est enregistré en Afrique, au Sénégal. Contrairement à ce que les gens pensent que le Sénégal c'est un modèle de démocratie, c'est vraiment un engrenage de jeux politiques, des alliances bizarres. Ça c'est de un. De deux, vous savez ce qui me surprend au Sénégal, c'est que le président prépare son dauphin dans l'opposition. Et là même le peuple sénégalais n'a pas encore la maîtrise de ces plans, de ces systèmes qui a été installé depuis belle lurette. Effectivement. Son dauphin dans l'opposition. Ça se passe comment? Vous êtes adopté par le président de la République, vous avez travaillé avec lui, vous connaissez le rouage. Dès lors qu'il devient président de la République, il détache, c'est un détachement de l'un de ses pions qui va aller à l'opposition pour préparer, c'est-à-dire contenir les différentes énergies de l'opposition et éventuellement se préparer tout en étant en face, puisqu'il lui est à la présidence. Je peux vous citer beaucoup d'exemples, en commençant par Abdou Diouf, passant par Wade et Macky Sall aujourd'hui. Vous savez que le président qui venait après était d'abord un dauphin, c'est-à-dire un produit fabriqué de son système. Demain, il se détache, il va à l'opposition. Et à partir de l'opposition, ils ont une vue globale de la vie politique du pays. Et de là, les jeux se jouent en fonction de comment chacun définit l'exercice du pouvoir et on prépare son dauphin. Donc on le rend populaire à l'opposition pour dire que lui peut faire les contrepoids, mais en réalité c'est un système de continuité. C'est ainsi que Macky Sall a été emprisonné, étant lui-même les produits de la politique de Wade. Il s'est opposé à Wade, on l'a arrêté, il est à l'opposition, et puis Sonko c'est pareil. Vous voyez, moi je suis un homme politique, je regarde de l'intérieur. Et c'est pareil. Sonko, on l'a vu avec des sorties plutôt acerbes vis-à-vis du pouvoir. Mais Macky Sall a été même arrêté. Vous dites que Macky Sall a été même enfermé par Wade. Ça, c'est la politique sénégalaise. Vous savez, la politique sénégalaise est dominée par c'est l'héritage de la vision de Sédar Senghor. Malheureusement, le Sénégal, c'est vraiment acquis totalement à la France parce qu'un Sédar Senghor a existé. Et donc, le contexte politique sénégalais joue totalement la carte de l'Élysée. Et il faut s'assurer que du côté de l'opposition, eux au pouvoir, nous ayons des gens qui vont perpétuer les accords signés par tous ceux qui ont construit cette nation. En l'occurrence, les Senghor. Et vous savez bien Senghor qui il était. Et les rôles qu'il a joués, même pour empêcher que le panafricanisme s'installe de manière durable et solide en Afrique, sur le plan politique. Donc, le chiquet politique sénégalais est
très complexe. Il ne faut pas vous fier à tous ces manifestations, à tous ces positionnements qui s'y jouent. Il faut regarder les bases même de la nation sénégalaise, qui ne seront jamais retouchés par aucun candidat, parce qu'ils s'assurent qu'à l'opposition et au pouvoir, ils aient les pantins qui perpétuent. Et je chute par là en disant, vous savez pourquoi d'ailleurs Sédar Senghor avait arrêté Cheikh Anta Diop? C'est parce qu'il représentait une vision contraire à cette visée-là. Voyez, nous, les Sénégalais en ont ras-le-bol. Quand vous allez au Sénégal, vous allez vous rendre compte que d'ailleurs le pays n'est pas assez riche sur le plan minéralier, les ressources et tout. Le pays a un héritage lourd sur le plan intellectuel et historique. C'est un grand pays en Afrique, mais malheureusement, politiquement, le Sénégal a toujours été du côté de la France, et c'est ce que Cheikh Anta Diop voulait démontrer. Malheureusement, il a été fait prisonnier par Sédar Senghor. C'est même ce qui a fait que Cheikh Anta Diop puisse s'engager en politique et puisse créer son parti politique, parce qu'il savait, il voyait que cette orientation politique impulsée par Senghor était dangereuse pour l'avenir du Sénégal. Malheureusement, nous en sommes là. Le Sénégal joue ce rôle de pantin. Nous pensons qu'il y a une élite ou une jeunesse consciente qui prendra le relève demain, qui comprendra la vision politique de Cheikh Anta Diop pour l'implémenter au plus haut niveau de l'État. Alors, je vous enjoins directement, Dr Riam, avec peut-être la transition, ce message qui vient de tomber et qui peut-être donnerait raison à l'analyse de Dr Bénikri. S'il ne faut pas crier victoire, en 1992, Paul Biya avait perdu la majorité absolue et tout le monde a crié la victoire. Mais qu'est-ce que l'opposition avait fait? Cette opposition a trahi la confiance du peuple en faisant des alliances avec le pouvoir. Est-ce que vous pensez que c'est un calcul politique, que la coalition présidentielle a cédé volontairement quelques places pour piper un peu, pour flouer l'opinion publique? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas du tout. Et puis, il ne faut pas mélanger les choses. Le Cameroun n'est pas le Sénégal, le 92, ce n'est pas 2022. Voilà. Et on ne prend pas ce type de risque en politique. En politique, on s'assure d'abord qu'on tient quelque chose. On ne prend pas ce genre de risque. Et le RDPC, en 92, n'avait pas pipé quelque chose. Il avait été rejeté par le peuple. Il y a déjà les présidentielles et puis les législatives. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Et ce qui se passe au Sénégal, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, grand frère Ndom. C'est la nécessité, justement, qui fait loi en politique. Et le problème que nous avons, c'est que on est encore en Afrique centrale, et particulièrement au Cameroun, sur des questions assez étranges, où on vous demande tout le temps c'est quoi votre idéologie, on passe le temps à ergoter sur c'est quoi une alliance, c'est quoi une coalition, on s'en fout. Vous avez en face de vous un adversaire, vous le faites partir. Donc vous mettez vos égos dans vos chaussettes, vous faites la coalition ou l'alliance, appelez ça comme vous voulez. Nous, le peuple, ce qu'on va voir, c'est que vous vous êtes mis ensemble. C'est comme ça que le peuple va parler. Vous vous êtes mis ensemble. Et donc, appelez ça coalition, alliance, trouvez les termes techniques empoulés que vous souhaitez. Nous voyons que vous êtes ensemble. Ça veut dire qu'il y a une vraie dynamique qui se met en place et qui pourra effectivement mieux faire les choses. Donc, ce qui se passe au Sénégal, c'est que il y a des gens qui identifient clairement un adversaire qui est le président qui est au pouvoir et qui se décident, alors qu'on sait très bien que ce soit dans Walou Sénégal ou dans Yengui Askanui, on sait très bien qu'il y a des divergences, mais ça on s'en fout. Le plus important, c'est qu'il y avait un objectif, comme le disait Djetefal, il y avait un objectif, c'est au minimum de mettre le président, le parti présidentiel, la coalition présidentielle en ballottage, pour imposer au minimum une cohabitation au président actuel. Or, en lui imposant une cohabitation, on prenait le contrôle de la machine gouvernementale et administrative, puisque c'est d'autant plus qu'il avait promis de nommer un premier ministre qui sortirait de la du parti qui serait vainqueur des élections, la majorité, qui obtiendrait la majorité parlementaire. Donc, si l'opposition gagne la majorité parlementaire, vous voyez très bien que c'est l'opposition qui va former le gouvernement. À partir de là, d'abord les élections présidentielles vont être mieux contrôlées par ce parti, par cette majorité-là. Et puis de l'autre côté, il faut que les Africains arrêtent d'ergoter parfois sur les intentions des uns et des autres. Les gens vous disent qu'ils veulent changer la constitution, ils veulent un troisième mandat, mais il y a une constitution qui est là. Mais essayez d'abord vous-même de vous dire, sur le principe, on va la respecter. Le jour où ils convoquent
il soumet une loi qui va dire qu'il veut modifier la Constitution, plongez dessus, bloquez, faites barrage. Et c'est ça que les Sénégalais font bien en ce moment. C'est-à-dire, nous allons contrôler l'Assemblée nationale, ce qui va permettre que toutes les velléités de modification constitutionnelle ne passeront pas. Ce n'est pas le bavardage. En politique, on ne passe pas le temps à bavarder, à soupçonner les gens, à imaginer les intentions des gens. On se fixe des objectifs précis et ce sont ces objectifs-là qu'on essaie d'atteindre. Avec le score actuel, la modification constitutionnelle, c'est terminé. Vous oubliez ça au Sénégal aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle une opposition réaliste, pragmatique, sérieuse. Mais pas les oppositions où on bavarde plus et on cherche les pouces sur les calvities des gens. Bon, surtout pas sur la mienne. Donc, merci, docteur. Non, la calvitie est là. Je dis, il ne faut pas en chercher sur la mienne. Il n'y en a pas. Voilà. Alors, je vous prends à l'instant, et c'est mon bonjour et ma première question. Bonjour, professeur Seda Omer. Alors, est-ce que c'est la victoire du peuple? Dans ces législatives, les partis de l'opposition s'en sortent avec 80 sièges au Parlement. Il leur fallait encore 3 pour avoir la majorité absolue, mais c'est une percée historique. C'était plus arrivé depuis belle lurette déjà. Est-ce que c'est la voix du peuple qui s'est exprimée lors de ces législatives? Il est important de répondre à votre bonjour, mais en essayant par humilité de rappeler qu'il y a une différence entre le professeur Seda et le professeur Seda. Donc, simplement, je ne dirais pas que c'est peut-être une faiblesse que de refuser l'appellation professeur Seda. Je reste professeur, peut-être ça arrivera. Alors, mon cher Rim, votre question m'oblige mathématiquement à faire un tour en arrière. En faisant une lecture de premier degré, m'inspirant des propos de mon voisin de la gauche, Dr Benny Chris, en voulant déjà lui donner raison, tout en disant que lorsque nous étudions, lorsque nous jetons un coup d'œil de façon panoramique pour moi, sur l'évolution politique au Sénégal, on pourrait se retrouver dans ce qu'on a appelé en expression espagnole le quitate que me ponga, le jeu de chaises. Ça veut dire simplement quand on est au pouvoir, on essaie de travailler en étroite collaboration avec un leader qu'on infiltre dans l'opposition. Et c'est ce jeu de chaises qui a expliqué le fait que les présidents du Sénégal ont été, dans la plupart des cas, des personnes qui ont travaillé avec le pouvoir en place, mais qui, au soir du pouvoir, se sont retrouvés dans l'opposition pour jouer à ce jeu de Kitate que me ponga. Ça, c'est la première lecture. Mais la deuxième lecture, mon cher Rim, c'est ne pas comprendre véritablement que comparaison n'est pas raison, comme l'a dit le grand frère. Lorsque le téléspectateur a tantôt parlé de 1992 en comparaison avec 2022, il n'a pas compris que ça fait là sensiblement 30 années. Et 30 années, c'est sans tenir compte de ce combat, ce travail que vous abattez, le travail de conscientisation des masses africaines. Et j'ai envie de dire déjà d'entrée de jeu que ce qui se passe au Sénégal, comme d'ailleurs ce qui se passe dans la plupart des pays africains, c'est la confirmation de la maturation de la conscience des masses africaines. Les choses ne sont plus comme avant. La politique ne doit plus être perçue comme avant. Il y a déjà là, dans la conscience des communautés, la volonté de s'affirmer de façon autonome face aux questions de souveraineté. Et lorsque, il y a quelques années ou quelques mois, si j'ai bonne mémoire, le jeune leader de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko, a été arrêté. Vous avez vu le déferlement des peuples, des populations, pour dire en réalité que c'est terminé. Même si le Sénégal ne va pas rompre du jour au lendemain avec la France, mais il est déjà question de comprendre que les choses qui se passaient, la politique qui, avec vous au Sénégal, il y a 20 ans, il y a 10 ans, ne peut plus être la même. Et la preuve, cette élection, c'est l'expression de... Et merci à la réalisation de nous présenter en live les résultats dans chaque département. Et on peut voir les chiffres qui défilent. La formation politique du parti présidentiel qui, dans certains cas, dans certains départements, en tout cas, arrivait en tête et dans d'autres, était provisoire, bien sûr, était dépassée par les coalitions de l'opposition. Vous poursuivez? Justement, j'étais à dire que le peuple sénégalais a pris conscience. Le peuple sénégalais a compris en réalité que certains enjeux sur lesquels le président Macky Sall travaille ne sont pas en réalité ou ne représentent pas en réalité les enjeux du peuple.
Il travaille un peu beaucoup plus pour plaire à l'Élysée, pour plaire à ses maîtres de l'autre côté. Et cette opposition, progressivement, commence à travers justement ce que j'ai dit, cette leçon politique que vous distillez en Afrique, le panafricanisme. Ça constitue déjà un levier pour le peuple sénégalais pour dire que nous ne pouvons plus avoir à la tête de nos États des présidents qui ne doivent pas prendre en compte les questions de souveraineté. Et je pense que cette élection législative, c'est un message que le peuple sénégalais envoie non seulement à Macky Sall, mais aussi à la France, que de comprendre que l'époque de Abdou Diouf, l'époque de Abdoulaye Wade, l'époque de je ne sais pas encore trop qui, tout est révolu. Et aujourd'hui, il va falloir comprendre que l'opposition ne va plus se contenter de jouer au jeu de la chaise. L'opposition travaille en étroite collaboration avec la dynamique qui est établie sur le continent. Au fur et à mesure... Mais attendez, M. Rémy, je ne suis pas journaliste, mais je voudrais bien vous poser la question. Vous croyez que le Sénégal est si éloigné du Mali? Vous croyez que ce qui se passe au Mali n'a pas un impact sur les consciences des populations du Sénégal? Bref, cette élection législative est venue à point nommé pour rappeler à Macky Sall que son intention futuriste à s'éterniser au pouvoir en cherchant à briguer un autre mandat, en modifiant la Constitution, comme l'a dit le docteur Yam, c'est terminé. Et il y a un blocus qui va s'établir. Et je pense, là, ça reste une analyse, que cette majorité acquise, même si elle n'est pas encore officielle, est déjà une politique de regroupement d'opposition pour dire fini l'opposition du partage du gâteau, mais c'est aussi l'opposition des convictions, c'est l'opposition des projections politiques qui voudraient que on ne change pas simplement à travers des paroles, mais qu'on change à travers l'engagement politique à proprement parler. Et alors, ce changement est-il déjà en marche? Législative, c'est le premier pas. Les présidentielles, ce sera certainement le second. Mais revenons justement sur cette opposition, passons par référendum. Peut-on lui faire confiance, opposition sénégalaise, après ces résultats? Et quand je parle d'opposition, je parle d'un en particulier, naturellement, Ousmane Sonko. Pensez-vous que c'est lui qui incarne le mieux ce Sénégal de demain, débarrassé de ce complexe du colonisé? Écoutez, je ne suis pas au Sénégal, de toute façon. Ah non, non, comme vous n'étiez pas au Mali non plus hier, mais ça ne vous empêche pas de... Vous posez une question qui est d'ordre, qui est très complexe et très subtile. Bon, tout à l'heure, mon jeune frère Yann semblait dire que, bon, de toute façon, l'essentiel c'est de dégager celui qui est là. Il suffit que les gens se mettent ensemble pour le dégager. C'était l'opinion qui prévalait en Côte d'Ivoire. Et on a vu des alliances contre nature, qu'on continue de payer jusqu'aujourd'hui. Ça a coûté des milliers de morts, cette alliance contre nature. Le fait que Bédié, nonobstant le fait qu'il savait pertinemment que Ouattara était un danger, mais comme il avait la haine de Gbagbo à l'époque, il fallait le dégager à tout prix, ils se sont mis ensemble. On voit les résultats. Non. On fait une alliance sur la base des choses qui sont claires. On ne fait pas une alliance sur le fait que la tête de ce monsieur ne me plaît pas. C'est pas ça le problème. C'est sa politique qu'il mène là. Est-ce qu'elle est en accord avec la mienne ou pas? On peut faire des alliances d'ordre idéologique. Mais on peut faire des alliances d'un programme politique commun pour une transition dans un pays comme les nôtres qui sont dans la plupart du temps bloqués. Le problème de l'Afrique, ce sont les alliances contre nature, tout à l'heure, pour répondre à ta question. C'est-à-dire, on se dit, puisqu'on ne veut plus la tête de Macky Sall, on va embrasser même le diable à condition de lui dégager les lames. Et après coup, on se rend compte que les conséquences sont terribles. Et un homme politique, ce n'est pas sage? Non, c'est pas bon, c'est dangereux. C'est même dangereux. Vous avez vu, bon, comparaison n'est pas raison, même en face d'un héros. On arrive au second tour, monsieur Mélenchon, il refuse il demande de voter contre Le Pen. Contre Le Pen. Vous voyez des trucs. Maintenant, il se retrouve à l'Assemblée, en face de qui? Ce même Macron. Donc, pourquoi? Parce que sur le plan idéologique, le parti de Le Pen. Non, de Mélenchon et le parti de Le Pen, c'est l'eau, le feu. Il est prêt à prendre celui qui pense être le moindre mal, même si aujourd'hui on se rend bien compte que c'est pas ça. Donc le problème des Africains aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas encore plus de conscience sur le plan idéologique, sur le plan des programmes politiques. C'est très important. Parce que vous pouvez faire alliance avec quelqu'un qui vous dit que non, on est prêt à retourner vers la colonisation. Vous faites comment? Après que vous faites comment? Il faut qu'on éduque les masses de telle manière que les questions
d'ordre idéologique, dont par exemple le panafricanisme soit à l'avant. J'entends lui-même, le docteur Yam lui-même nous a fait une excellente, très belle proposition, à savoir que à partir de 2000, l'année prochaine, il y a les élections qui auront au Congo, qu'on puisse avoir quand même 10 000 élus panafricains. 10 000 élus, il a ajouté quoi? Panafricains. Dont 50 présidents. Oui, donc il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Il n'a pas dit 10 000 élus comme ça, non. Il a dit 10 000 élus panafricains. Donc l'idéologie compte aussi. Ah ben oui. Évidemment, cher ami. Est-ce que le panafricanisme est une idéologie? Ah ben oui. Le programme, il est là. On commence à le dessiner, à le décliner. Parce que sinon, le problème en Afrique, justement, c'est même dans nos unions qu'on appelle de tous nos voeux là, c'est que tout le monde est beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Faux. Il y a des gens qui sont noirs de peau comme nous, nos frères, mais qui pensent complètement l'inverse de notre rêve, d'unité de notre continent, mais surtout de donner de la dignité de nouveau à l'homme africain. On ne peut pas continuer de composer avec ces gens, surtout dans des périodes aussi importantes comme les joutes, comme les trucs électoraux. Sinon, on va tout droit dans le mur. On ne va pas du tout avancer. Pour avancer, je suis obligé de dire, il faut couper au vif. D'accord. C'est ça qu'on appelle rompre le cordon ombilical ou bien le nœud gorgien. Si vous ne le faites pas, vous allez continuer à tourner en rond. Parce que vous avez dans votre coalition des gens qui ont des intérêts et des ambitions, surtout des projets politiques complètement divergents. Et vous faites du statut quo. Donc c'est très important. Je tiens à le dire pour expliquer que dans le cas du Sénégal, la personne qui a été, comment dire ça, l'abcès de fixation, si on peut l'appeler, c'est Macky Sall. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aussi sorti de la tête des gens. Il a commencé à poser des actes et à avoir des discours qui tendaient à dire qu'un troisième mandat, dans un peu la Constitution, fige dans le marbre la limitation de mandat, c'est pas un scandale. Donc les gens ont commencé à percevoir dans son attitude que ce type-là, peut-être qu'il veut nous amener là où on ne veut pas. Et c'est pour cela que, justement, on avait l'ensemble de ces partis politiques se créer en coalition. D'ailleurs, il y a eu trois coalitions pour montrer qu'ils sont tous divergents. D'accord. Et ils sont mis en branle avec l'idée que ne donnez pas la possibilité à Macky Sall d'avoir la majorité à l'Assemblée parce que, fatalement, ça risque de nous conduire vers des chemins qu'on ne maîtrise pas très bien. Alors c'était ça l'objectif. Ce serait peut-être ça l'objectif selon votre analyse. On va prendre quelques messages sur notre page. Vénus Ndombe qui suit le développement de Dr Béni-Chris et qui nous dit que le problème ce n'est pas Macky Sall mais le système sénégalais qui choisit ses futurs présidents dans la soi-disant opposition pour mieux endormir le peuple. Mamadou de Lakamane nous dit que Macky Sall et sa clique viennent d'avoir le dernier avertissement avec ses législatives. Lui qui a l'intention de tripatouiller la Constitution ferait mieux de céder à la sirène du peuple. Et justement, on parle de ce peuple qui se serait peut-être exprimé, mais je ne pourrais pas sauter, et vous me pardonnerez, Dr Béni-Chris, sans vous permettre de réagir face à cette analyse de patient parfait d'homme. Est-ce qu'au final, cette opposition qui sort quand même une percée historique dans ces législatives serait au final un géant au pied d'argile, un vendeur de rêves qui ne pourra pas assumer la suite de son combat à cause justement de ces alliances qui sont peut-être disparates? Non, je veux dire que l'Afrique est déjà assez éclatée, découpée en petits morceaux, et nous-mêmes à l'intérieur de nos petits pays, on recommence à découper, tel fait ci, tel est comme ça, les questions idéologiques. Citez-moi une seule des idéologies qui est née ici en Afrique là. Les gens vont vous dire je suis de gauche, je suis de droite. La gauche est où en Afrique, la droite est où en Afrique? Donc nous sommes marxistes, nous sommes communistes, nous sommes socialistes, nous sommes libéraux. C'est où? C'est né où en Afrique? Là, quand même, relevé un point important. C'est où dans vos traditions? C'est une idéologie. Non, le panafricanisme, c'est pas une idéologie. Ah bon, on va dire ça comme ça. C'est pas tout à fait ça. C'est une lutte. Ce n'est pas une idéologie. Qu'est-ce que c'est le panafricanisme? C'est comme il l'a dit. Le panafricanisme n'a jamais été une idéologie. Le panafricanisme, c'est pas une idéologie. C'est un mouvement de lutte. C'est un combat que l'on mène. Ce n'est pas ça. Maintenant, parce que vous... Non, ce que je veux vous dire, c'est que... C'est un jeu de mots. Né pour défendre les intérêts des Africains. C'est un mouvement né pour défendre les intérêts des Africains. C'est pas une idéologie. Pas ça, une comme idéologie? On dirait le libéralisme ou le communisme. Je vais renchérir là-dessus. Ce n'est pas du tout la même chose. Le panslavisme, c'est pas une idéologie. Parce que vous faites souvent comme si le panafricanisme n'existe et rien d'autre. C'est pas du tout une idéologie. Et le problème des Africains, c'est qu'ils sont accrochés à des choses qui sont nées ailleurs,
qui répondaient à des préoccupations d'ailleurs. Et des contextes historiques qui n'ont rien à voir avec le... Et ils vont vous dire, vous êtes de gauche, vous êtes de droite. Par rapport à la gauche ou à la droite, par rapport à quoi ici en Afrique? Il faut laisser ça. Les Sénégalais, de manière structurée, quand vous regardez, ils ne sont pas... Quand vous prenez les deux coalitions, mais vous n'allez pas du tout commencer à penser que Wallou-Sénégal et l'autre Yengui, qu'il y aurait certains qui vont vendre le pays à la fin, machin. Non! Ces gens-là se sont coalisés contre Macky Sall pour une raison. Et je pense que il faut pas que nous ayons toujours cette tendance en Afrique à prendre ce qui est pire pour donner le sentiment que tout est mauvais. Mais Bédié et l'autre, on sait que Bédié c'est un corrompu de première nature, tout le monde le sait en Côte d'Ivoire. Et on sait que la coalition qu'il a eue avec les Ouattara à l'époque était liée aux compromissions qu'il avait et par lesquelles on le tenait. Comment vous pouvez venir prendre ce qui est... C'est comme quand on parle de la monnaie en Afrique, les gens vous balancent tout le temps le Zimbabwe. Mais la Gambie a sa monnaie. La Gambie a sa monnaie. Oui. Hein? Et pourquoi les gens ne parlent jamais de la Gambie? La RDC a sa monnaie. Non, laisse les grands pays. Voilà, pourquoi on ne parle pas de la Gambie? Pourquoi on ne parle pas de la Sierra Leone? Voilà. Pourquoi on ne parle pas de ces petits pays qui ont leur monnaie? Mais les gens vous balancent toujours le Zimbabwe. Pourquoi quand on parle des alliances, les gens vont vous prendre ce qui est pire que ce qui s'est fait de pire en Afrique, à savoir l'alliance entre Bédié et Ouattara? Pourquoi? Il faut aussi prendre d'autres choses. Il faut aussi prendre par exemple l'UPC et One Cameroun. Pourquoi vous ne parlez pas de ça, vous qui êtes UPCiste et qui a marqué l'histoire? Pourquoi vous ne prenez pas ce qui est positif? Pourquoi on ne prenait pas parce que ce n'était pas une alliance. Non, parce que vous jouez sur les mots là. Vous jouez sur les termes. Attention. Alliance veut simplement dire se mettre ensemble. Non, c'était même pas une alliance. C'est d'abord le principe. Là-dessus, non, c'est un mot français. Ça veut d'abord dire vous mettez ensemble. Non. C'est d'abord ce que ça veut dire. Non. Après les considérations politiques, on regarde dans la même direction ou pas. Non, c'était pas ça. Ce n'est même pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce que je veux dire. Mais je suis sur le plateau. Il faut se comprendre. Il faut se comprendre. Quel est l'adversaire? Tout à l'heure, je reviens. Quel est l'adversaire? Quel est le problème fondamental auquel vous faites face? Le Sénégal, quel est son problème fondamental en ce moment? À partir du moment où on a identifié le problème fondamental auquel le Sénégal fait face et que les gens font le lien, réussissent à faire le lien entre ce problème fondamental et l'acteur qui porte ce problème-là, qui est donc Macky Sall, mais les gens se mettent d'abord ensemble pour régler ce problème. C'est tout. Après les autres questions, c'est pas des idiots, c'est des individus, ils vont discuter. En politique, gouverner, c'est prévoir, c'est Machiavel qui le dit, mais justement... Machiavel n'est pas du tout la meilleure référence en matière politique. Soit. Ce n'est pas un modèle pour l'Afrique. Peu importe qu'il soit modèle ou pas, je parle sur le contrôle des hommes politiques. C'est un criminel idéologue. Si gouverner, c'est prévoir, et qu'il faut prévoir, on ne peut tout bonnement pas... Prévoir, gouverner, c'est prévoir quand on parle de vous et que vous êtes vous qui gouvernez. Mais lorsque vous aspirez à gouverner... C'est vous qui parlez souvent de longtemps. Est-ce qu'il ne devrait pas justement... J'arrive à quelque chose. Sur le temps long. Laissez-moi finir. Gouverner, c'est prévoir. Mais si on s'enferme dans ces débats, on sort du débat sur le Sénégal. On commence les débats de salon. Mais moi, je ne suis pas venu faire un débat de salon ici. Je suis venu parler de ce que... Vous avez une opposition qui a identifié un problème précis, qui est le problème fondamental, selon eux, auquel le Sénégal fait face. Et cette opposition se dit, ce problème-là, il faut qu'on le règle. Et ça nous permettra même de régler des problèmes qui sont encore des rumeurs. Comme par exemple la modification de la Constitution au 3e mandat. Parce que vous ne pouvez pas opposer ça à Macky Sall aujourd'hui. Il n'a jamais posé un seul acte, il n'a pas affirmé qu'il va le faire. Donc on ne peut pas lui opposer ça et en faire un programme politique. Voilà. C'est pas sérieux, c'est perdre son temps et perdre le temps des Sénégalais. Par contre, il y a un problème de fond. Et je crois qu'on a vu le mandataire de Yengui en parler. L'eau qui coûte un peu plus cher, les prix des denrées alimentaires qui explosent, les difficultés de tous les jours dans le domaine du transport, et puis les Sénégalais qui ont du mal, le pouvoir d'achat s'effrite. Voilà les problèmes que ces gens-là ont posés tout au long de la campagne, en disant que Macky Sall clairement n'arrive pas à trouver les solutions à ces problèmes-là. Voilà ce qu'ils ont dit. Et donc, sur cette base, ça a permis que les Sénégalais ont compris que, mais effectivement, quand ils se lèvent le matin, mais ils ont du mal à nourrir leur famille. Ils ont du mal à se déplacer. L'eau coûte beaucoup plus cher. L'accès à la santé, etc. La mauvaise gestion c'est ça le problème fondamental. Qu'ils ont posé sur la table. Problématique fondamentale du Sénégal. Et ces gens qui sont tous Sénégalais
ont donc dit, ok, notre pays traverse ceci, ce type qui est au pouvoir n'y arrive pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre ensemble pour d'abord régler ce problème-là. Et ils se sont mis ensemble et il n'y a aucun programme politique d'aucun de ces partis-là. Donc l'objectif n'est pas de régler ce problème. Ça veut dire qu'ils ont une entente minimale qui justifie donc qu'ils se soient mis ensemble. J'ai appelé ça comme vous voulez, coalition, alliance. Ça c'est le débat de salon. Ce qui est important, on a un problème, on le règle pas. Et donc ces gens-là ont décidé de régler leur problème. Et ce qui manque à mon pays, le Cameroun, et c'est peut-être ça qui ne plaît pas au grand frère d'homme, quand je le dis. Ce qui manque à mon pays, le Cameroun, c'est que vous avez des gens qui savent tout sur la science politique au Cameroun, mais qui se font battre à plate couture depuis 90 comme des gamins. Et ils sont là, ils vous racontent, ils veulent vous donner de l'expertise sur ce qu'on appelle une coalition, sur ce qu'on appelle une alliance, sur ce qu'on appelle une idéologie. Et on s'en fout, puisque de toute façon vous perdez comme des cons tout le temps. Et que vous êtes là à vouloir. Tu venais de laisser en 92, on avait gagné. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Vous voyez, deuxièmement, et c'est ça l'opposition du Cameroun. La table n'est pas monopoliste. Jamais. Nous, au Sénégal, il n'y a pas une alliance contre Macky Sall. On n'est pas venu écouter pour écouter parler. Écoutez vos électeurs. Si vous n'écoutez pas vos électeurs, vous aurez toujours raison. Non, vous battez toujours comme des cons. C'est tout. Donc, écoutez vos électeurs. L'objectif n'est pas... Vos électeurs n'ont pas l'objectif. Ils disent qu'ils en savent plus sur la politique que vous avez plus d'expérience. Mais ils vous disent, vous passez plus de temps à nous fatiguer avec vos histoires de... Non, on sait ce qu'on appelle une alliance, on sait ce qu'on appelle une coalition, on sait ce qu'on appelle une idéologie, on s'en fout, ça ne met pas la nourriture sur la table. Bien manger. Ce qui met la nourriture sur la table, messieurs, ce qui met la nourriture... C'est clair. Encore une fois, il n'écoute pas. C'est clair. Ce qui met la nourriture sur la table, messieurs, c'est de dire... Le gouvernement de Biya n'arrive pas à nous donner les routes, n'arrive pas à nous donner ci, n'arrive pas à nous donner ça. Donc, on laisse nos fausses discussions de salon et d'amphi sur les coalitions, les alliances, les idéologies, on s'en fout. On se met ensemble, on va donner les routes et la nourriture. Et on met ce cadre en place. Vous gagnerez une élection. C'est tout. Parce que qu'est-ce qui fait que Foundi, qu'est-ce qui fait de Foundi un grand monsieur en 92? Qu'est-ce qui fait de lui aujourd'hui une icône historique en matière politique au Cameroun? Qu'est-ce qui fait de lui cela? Mais Foundi n'est jamais venu vous dire une alliance veut dire c'est l'idéologie veut dire ça. Il est venu vous dire le peuple va prendre son pouvoir, va reprendre sa souveraineté et il va régler ses problèmes de tous les jours. Point. Voilà le débat. Là encore, tu n'en sais rien. C'est une alliance qui porte les Camerounais, c'est pas le débat. Sur le plateau. C'est sur le plateau. On va calmer. C'est une alliance qui porte pas les débats. Nous parlons du Sénégal. Bon, messieurs, je conclue. Un instant, docteur. Vous voyez, vous concluez. Un instant. S'il vous plaît, messieurs. On est suivi et c'est très intéressant d'ailleurs, mais pour qu'on puisse tirer toute la substance de ce que vous dites et qui est très intéressant d'ailleurs, il faudrait qu'on écoute. Et pour vous écouter, vous ne pouvez pas parler tous en même temps. Donc, je conclue. Vous voyez, c'est ça le problème. Pendant que je parle des propositions pour résoudre les problèmes des Camerounais, il est sur les alliances. Les idéologies. Vous voyez, c'est ça le problème de l'opposition. Mais parce que tu viens de raconter une mauvaise information. Tu as donné une mauvaise information. Non, il a donné une mauvaise information. Il a donné une mauvaise information, mais dans un thème doctoral, alors que c'est faux. Mais c'est faux. Laissez-moi après vous allez parler. Ça peut être outrancier, mais laissez. Mais c'est pendant qu'un électeur d'insister, un électeur potentiel, parce que ma voix n'est pas acquise, pendant qu'un électeur est en train de dire j'aimerais que le discours, ce que j'ai retenu de Foundi, c'est les solutions qu'il proposait, vous avez un membre de l'opposition, lui ce qu'il me dit, c'est qu'il y avait une alliance. En fait, il est sur les institutions, la place que lui peut avoir, c'est-à-dire que chacun cherche sa place en fait.
Il n'est pas sur le discours qui va convaincre le peuple. Calmez-vous. Il n'est pas sur le discours. Je ne parle même plus, mais parce que c'est grave. Il est sur le discours. Mais c'est qu'il finisse, il est pour casser les électeurs. C'est pour écouter les électeurs. Voilà, par exemple. Donc, je crois que Yen Oui et Walou ont écouté les électeurs. Souffrez de l'écouter. Pendant que l'électeur vous dit, potentiel vous dit, messieurs, votre discours sur quels sont les problèmes que vous avez identifiés, quelles sont les solutions que vous proposez. Vous avez les membres de l'opposition camerounaise qui passent le temps à vous dire que il y a eu la coalition de l'opposition, l'Union pour le changement. Qu'importe les milliards d'organisations qui étaient derrière Frundi, ce que l'électeur va retenir, moi, c'est qu'est-ce qu'il disait. Après, organisez-vous derrière pour qu'il parle, écrivez même ses discours, faites tout ce que vous voulez, payez les meetings, faites tout ce que vous voulez. La seule chose que moi, l'électeur, je vais comprendre, qu'est-ce qu'il me propose? Est-ce que le type là peut résoudre ce qu'il dit là? Est-ce que ce qu'il va dire avec ses amis, est-ce que ça va résoudre les problèmes auxquels je suis confronté? Monsieur, c'est ça l'électeur. Voilà. Et tant que les politiques ne l'ont pas compris, et je pense que c'est peut-être la leçon à retenir du Sénégal, c'est en ce pour de cette décision législative, c'est que quand vous êtes des hommes politiques, vos machines, vos structures, vos institutions, vos partis politiques, vos coalitions, vos alliances, l'électeur s'en fout. Ce qui l'intéresse, quel est le discours que vous tenez, et puis votre comportement, s'il se rend compte que vous avez une certaine expression d'honnêteté et une certaine expression de regroupement. Est-ce que vous vous regroupez? Est-ce que vous ne divisez pas davantage un pays qui lui-même n'est qu'une petite partie d'un continent qui est fragmenté, etc. C'est ça le problème. Il ne faut pas du tout donner le sentiment, je chute par là, pardon, il ne faut pas du tout donner le sentiment que quand on vous fait des remarques, nous en tant qu'électeurs, qu'on a pris des tons doctorales, un ton doctoral, machin, on s'en fout. Vous avez un pays comme le Cameroun qui est à terre, où on n'arrive même pas à circuler sur 2 km de goudron correct, qui est dirigé par des professeurs d'université. Donc il faut laisser ces histoires de ton doctoral. Ce qui est important, c'est les actes, c'est ce qui est concret, c'est les résultats qu'on peut voir. Et dans le cas du Cameroun, l'opposition se fait battre comme des cons parce qu'ils ne sont pas capables de se regrouper et d'avoir un discours qui porte sur les solutions aux problèmes et non sur les positionnements qu'ils ont dans leurs institutions qu'ils créent tous les jours et qui tombent tous les jours. Merci. Merci, Dr Yam. C'est un potentiel électeur. L'UPC peut-être gagnerait à l'écouter. En tout cas, c'est le peuple qui s'exprime peut-être par cette voie-là. On va retourner au Sénégal. Passons par fin d'homme. Restez je n'ai plus rien à dire. Je vous promets. Je ne dis plus rien sur ce plateau. Je vous donne ma parole qu'on parlera un jour de l'UPC. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je n'ai plus rien à dire. On va retourner au Sénégal. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Non, je n'ai plus rien à dire. On va retourner au Sénégal où les résultats justement des législatives sont connus depuis hier soir. C'était jeudi, des législatives qui se sont tenues le 31 juillet. Et il faut préciser, j'ai vu un commentaire sur notre page, non, le parti au pouvoir n'a pas eu la majorité absolue. Il fallait 83 sièges pour l'acquérir. Les résultats provisoires parlent plutôt de 82 obtenus par la majorité, par le parti présidentiel, la coalition présidentielle. Et les deux partis d'opposition, deux coalitions de l'opposition ont donc eu 80 sièges. C'est provisoire, c'est temporaire, on suivra cette actualité. Mais revenons justement sur cette opposition, docteur Bénicris. On parle d'efficacité, besoin de la nécessité de se mettre ensemble. Au final, c'est le moyen le plus sûr, c'est se mettre ensemble, peu importe qui on embrasse, si on atteint l'objectif. Oui et non. D'abord, je vais vous dire une vérité. Permettez-moi. Non, je ne reviens pas. Je ne reviens pas sur le débat. Non, je vais quand même nuancer parce que nous parlons à des personnes qui sont intelligentes, conscientes et qui nous écoutent. Déjà, je vais préciser, je vais répondre à votre question. Je vais préciser deux faits relevés par mes prédécesseurs en disant, premièrement, les défauts de certains pays en Afrique et surtout des oppositions en Afrique, c'est que très souvent, nous n'avons pas la vision du pays que nous voulons demain. Et nous n'identifions pas les problèmes auxquels font face les populations concernées, mais nous nous intéressons à quel poste je vais occuper demain. Et ça, malheureusement, c'est la plupart des hommes politiques que nous connaissons. Je parle comme un homme politique, je cause avec les politiciens au quotidien. Je parle avec eux, j'ai proposé plusieurs rassemblements avec les politiciens, je connais de quoi je parle. Tu parles avec un politicien qui est même ministre, qui est même ceci, il te parle de comment faire pour occuper, c'est-à-dire avoir beaucoup de représentants au Parlement, au Sénat et tout.
Mais au fond, ce n'est pas tant pour changer les conditions de vie des populations. Et là, je cite un occidental, malheureusement, qui a dit il y a une grande différence entre un homme politique et un homme d'État. Les politiciens pensent aux prochaines élections, mais l'homme d'État pense aux générations futures. Qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures, dans toutes nos coalitions, dans toutes nos alliances? Qu'est-ce que nous allons léguer au Cameroun de demain, au Congo de demain, au Sénégal de demain, si nous prenons le pouvoir ou si nous occupons la majorité au Parlement? C'est ça la vision dont on parle. Et ce qui fait défaut, ça c'est évacué. Deuxièmement, quand on parle de panafricanisme comme une idéologie, c'est une bêtise. Le panafricanisme n'a jamais été une idéologie. D'ailleurs, ça fait l'objet de mon ouvrage qui sort au mois de décembre, le 10 décembre. Je salue d'ailleurs l'ouvrage de mon ami. Je n'ai pas voulu commenter parce que je n'ai pas encore connaissance de ça. Tout à l'heure, après, je vais en avoir connaissance. Je vais aussi ventiler là-dessus. Parce que nous devons écrire, sensibiliser. Donc, je pense que le panafricanisme n'est jamais devenu une idéologie. Le panafricanisme est un idéal d'émancipation qui porte un combat qui était celui d'affranchir l'homme noir dans un contexte particulier qui s'est étendu à l'ensemble du monde noir, donc à l'Afrique, dans le contexte de la colonisation et tout, pour nous émanciper. Les jours que le panafricanisme deviendra une idéologie, ça c'est le travail que je fais. Mais nous ne parlons plus de démocratie. Nous ne parlons plus de gauche et de droite, et là je donne raison à mon frère Yam. Voyez-vous? Donc, nous devons aller dans une mutation. Voilà pourquoi je parle de panafricanisme visionnaire. Nous devons partir d'une mutation panafricaniste de l'idéal à l'idéologie pour que le panafricanisme se transforme en un système de gouvernance. Là, on n'aura plus à subir les manipulations. C'est encore un point évacué. C'est peut-être discutable, mais mon ouvrage va sortir puisque j'ai mis le temps longuement. Parlons donc du Sénégal. Vous savez ce qui a fait le succès. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe au niveau du Sénégal. Mais les gars, pendant tout le temps de leurs élections, avant même les élections, regardez leurs attitudes étaient lesquelles. Les Sonko et le reste, ils partaient auprès du peuple. Ils recueillaient les avis du peuple. Ils constataient les réalités du quotidien, c'est-à-dire le vécu. Et ils en faisaient l'objet de leur discours, mais surtout de leur programme. Et quand vous portez les problèmes du peuple, mais que vous le voulez ou non, le peuple se rallie à vous. Parce que le peuple a besoin de manger, de vivre, de bien se soigner, d'avoir accès à la scolarité, de voir l'amélioration de ses conditions de vie. Mais cette opposition a compris qu'il était temps de faire une démarcation entre l'ancienne ligne politique, qui a toujours dirigé le pays, qui était basé sur les discours, les grandes énoncés. Nous l'avons vu avec Ouadé, il a bavardé, il nous a même construit une grande statue pour la Renaissance africaine. Mais qu'est-ce que ça a couché? D'une souris. Nous avons vu les gens venir du monde entier s'y rassembler au Sénégal, parlant de la Renaissance africaine. Même la Renaissance africaine aujourd'hui est restée un slogan, un vain mot. Comment vous pouvez parler d'une Renaissance? Vous ne vous êtes même pas défait systémiquement du système qui vous a vassalisé depuis la traite négrière, l'esclavage et tout. Vous nous perdez un peu quand même. Non, je reste là. Parce que votre premier... Je suis dans le sujet. Je suis dans le sujet. Non, quand je dis vous nous perdez, c'est pour dire que votre première prise de parole, c'était pour dire que l'opposition ne peut pas lui faire confiance véritablement. Non, c'est parce que j'ai dit... finir, si vous allez vous éclairer. Je parle, je suis le porte-parole. Pour me relancer, bien sûr. Donc, votre première prise de parole, si je l'ai bien suivi, c'est qu'il est probable que l'opposition soit juste un cheval de Troie et que le pouvoir en place, tel se fait depuis des années le système sénégalais, vient piocher dans l'opposition. Et donc, on ne devrait pas se réjouir de cette victoire de l'opposition parce que rien ne présage ou ne présume que ce sera forcément la volonté du peuple qui sera respectée. Et maintenant, vous nous dites qu'il faut faire confiance à cette opposition. Mais je n'ai pas dit ça. Malheureusement. J'ai dit exactement ceci. Le système sénégalais est fait de telle sorte que, tant dans l'opposition que dans le parti au pouvoir, ils ont une longueur d'avance sur les revendications populaires. C'est-à-dire quoi? Si le peuple, un jour, prend conscience qu'il faut naviguer contre les intérêts français, il faut dépêcher un membre du système dans l'opposition pour recueillir le point de vue et contrôler l'opposition. Et se faire populaire. Et à partir de l'opposition, il est élu. Il n'est pas élu. Il fait croire qu'il porte les inspirations du peuple, mais une fois au pouvoir, il pérennise le système. C'est de ça que je parlais. Mais je n'ai pas dit qu'il n'existe pas une opposition. Déjà, c'est très dangereux au Sénégal, avec le système de transhumance et tout, les colorations politiques. Chacun peut porter vert le matin, demain, le soir, il est rouge. Donc, c'est très compliqué. Mais je pense que la vraie dynamique sur laquelle est construit un changement, c'est le peuple. Ouais, le monde, la société est comme une pyramide. La vraie dynamique des changements émane du peuple.
On ne parlerait pas d'Assimi Goïta si le peuple malien ne s'était pas levé, mon ami. C'est le peuple qui crée l'élite et l'élite porte les aspirations du peuple. Je suis un homme politique. Donc ce que j'ai dit, c'est que les Sénégalais ont des revendications nobles. Les Sénégalais portent leur voix à ceux qui peuvent comprendre et porter dans les représentations officielles, dans les institutions. Parce que le peuple ne peut pas venir en masse au Parlement commencer à crier et qui va les écouter. Il faut quelqu'un qui incarne, qui a une certaine légitimité, qui a un certain parcours politique, qui est reconnu dans l'appareil, dans le système de l'État comme une figure politique qui peut porter cette voix. Et dans cette quête-là d'élitisme conscient, nous sommes obligés parfois de faire confiance à certaines personnes tant qu'ils parlent à notre voix ou répercutent ce que nous disons. Comme le disait Maître Yam Timba. Ensuite, on leur fait confiance et ensuite aller à Yakta S. Non, pas du tout. Pas du tout. Regarde l'objectif. L'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce que nous voulons quand nous sommes panafricanistes? Tout le monde parle du panafricaniste, n'est-ce pas? Mais panafricaniste, pour que nous vous reconnaissions en tant que panafricaniste, d'abord, vous devez être en contradiction totale avec la vision, les visées occidentales sur l'Afrique. Et je vous relance je vous relance, Amine Baldé qui dit que Ousmane Sonko n'accepte même pas que ses propres enfants étudient dans le privé. Ils sont tous dans le public. C'est quelqu'un qui veut justement nous débarrasser de la France. Ça justifie. Voilà. Donc non, ça ne justifie pas et je ne m'appuie pas là-dessus. J'ai dit nous avons des points sur lesquels on peut se dire, on peut se mettre d'accord. Ça suffit à crédibiliser les ambitions de l'opposition. Ce qu'il faut répondre à ces messieurs, c'est que nous voulons cette majorité au Parlement de l'opposition. Mais que doit-on faire donc de cette majorité-là? Est-ce que cette majorité-là sera là pour qu'une fois Macky Sall n'est plus là, nous ayons encore un pantin qui va nous dire demain que le franc CFA c'est de bonne monnaie? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on aura quelqu'un qui va émaner de l'opposition pour nous dire que il est temps qu'on mette fin au franc CFA? Il est temps qu'on révise un peu les contrats, les accords de coopération avec la France pour que le Sénégal puisse quand même s'émanciper de ces dictats-là qui donnent à Mondovision l'impression que c'est la France qui impose les chefs d'État. Nous, l'opposition, nous avons pris le pouvoir parce que le peuple nous a porté. Nous devons aussi incarner les aspirations du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Mais puisqu'on n'a pas les lunettes laser pour identifier ce qui se passe dans l'ombre, parce que la politique, ce qu'on vous montre à la télé, c'est pas ça la politique. La politique, la majorité de ce qu'on vous dit à la télé, c'est peut-être 1%. C'est comme un iceberg. Ce qui se cache à l'homme, c'est ce qui fait réellement la politique. Quand on parle des réels politiques, on peut tenir un discours gauchiste à la télé, mais en bas, on porte les intérêts droitistes. Je donne un exemple, un cliché. Donc, on peut dire que nous sommes contre la France, parce que vraiment, il faut que le peuple soit là. Et quand j'arrive au pouvoir, je vous dis, monsieur, sans la France, on n'est rien. Donc, c'est ça la politique. Il faut se mettre à l'évidence que le peuple africain est vent debout. Le peuple africain doit surveiller ses élites. Il faut un élitisme conscient qui comprend que tant qu'on vous donnera cette chaise-là, c'est éjectable. Si vous continuez à rouler pour les mêmes intérêts, on a les détecteurs pour savoir que vous ne roulez pas pour nous. Et le peuple va se mettre encore à la rue pour vous mettre dehors, c'est tout. C'est ce qu'il faut dire. Merci Dr Prince Béni-Chris. Je vous relance au maire Seda. Il est 8h04 au Sénégal. Dans 2 ans, 2024, ce sera les élections présidentielles. Les législatives ont donné leur verdict. Donc, note positive pour les partis de l'opposition. Mais on va s'intéresser à un homme, Macky Sall. Est-ce que vous pensez qu'il a été vomi par le peuple? Je crois que je l'ai dit dans mes propos d'introduction, mais il me semble très important. Là, je ne vais pas enfoncer le clou. Ce serait inintelligent que de vouloir balayer d'un revers de la main ce qu'a dit l'aîné, pas fait d'homme. Et il est extrêmement important que nous tombions d'accord sur un fait. Ce n'est pas peut-être parce que dans les démocraties africaines actuelles, il y a eu tellement de changements à la tête de l'État qu'il y a eu changement des conditions de vie. Et lorsqu'il a dit, c'était simplement attirer notre attention sur le tout sauf le tenant du pouvoir. Un peu, hein, si je voudrais me faire comprendre. Au Cameroun, on va dire, l'opposition va se réunir, et le simple fait de dire tout sauf Paul Biya, ça semble leur donner du crédit par rapport à un programme politique. Non, c'est dangereux. Est-ce qu'à tout le monde, ce n'est pas la première étape? C'est peut-être la première étape. Laissez-moi essayer de... Et c'est peut-être le même schéma qui pourrait se reproduire au Sénégal lorsqu'on est dans le discours de tout sauf Macky Sall. Mais cela ne voudrait pour autant pas dire que cela n'est pas... C'est mal posé les problèmes. Macky Sall fait le deuxième mandat et c'est fini. Donc vous ne pouvez pas dire tout sauf Macky Sall. On dira tout sauf Macky Sall dès lors qu'il veut briguer un troisième mandat. Mais vous avez dit qu'il ne veut pas que
pendant la campagne. Non, il ne l'a pas encore affirmé. Mais pourquoi personne ne parle de ça. Tu vois comment vous êtes compris. Donc, elle dit tout sauf Macky Sall. Vous ne comprenez pas la nuance, parfait. Bon, je donne alors ton grand frère. Merci. C'est moi qui donne la parole. Pardon, je ne vais pas usurper ton rôle. Je crois savoir que Dr Béni Chris va aussi avoir le don de l'écoute, comme il a tantôt réclamé. Alors, je dis là, ça c'est sincère. Ce n'est peut-être pas parce que nous voulons le changement qu'il faudrait être dans la dynamique de dire que regroupons-nous et sans au préalable un certain nombre de points de convergence. C'est ce que l'ENA a voulu dire. Et chez nous, généralement les Bantous, il est souvent dit il faut faire attention dans la précipitation, je veux dire la précipitation dans la prise de décision. Autrement dit, on se retrouverait dans le scénario de remplacer la fenêtre par la porte. Et la preuve, j'assume ce que je vais dire, je prends ça sur moi. Peut-être si je m'inspire du Cameroun. À un certain moment donné, j'étais peut-être tellement séduit par cette opposition, mais qu'est-ce qui m'a gêné? Et ça, je voudrais que, avec modestie, sans me poser en donneur de leçons, rappeler à l'opposition que le changement ultime, c'est vrai, c'est au niveau de la tête de l'État, mais ce n'est pas qu'au niveau de la tête de l'État que le changement peut s'opérer. Regardez, M. Rim, dans les municipalités. Mais vous ne pouvez pas, lorsque vous êtes dans l'opposition, clamer haut et fort que vous êtes là pour le changement. Et lorsque vous avez une petite municipalité, vous n'arrivez pas à gérer différemment de celui qui est au pouvoir. Autrement dit, pour des personnes qui ont une analyse plus poussée, ils pourraient vous mettre dans ce que j'ai appelé dans mes propos d'entrée le Kitate Keumeponga. Ça veut simplement dire, c'est ces discours pour endormir le peuple, c'est ces discours pour faire croire au peuple qu'on l'a pour le changement. Il faut qu'on comprenne bien. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'opposition qui a fait cette percée historique et qui a acquis ses 80 sièges n'est véritablement pas l'émanation du changement que veut le peuple, c'est ça? Autrement dit, je serais un idiot, mais je crois l'avoir dit en début. Il faut que vous précisiez. Je reconnais que le simple fait même déjà d'avoir, même si c'est pas officiel, la majorité, c'est un acquis. Ils n'ont pas la majorité, mais ils peuvent bloquer. Ils peuvent bloquer, la majorité de blocage. C'est déjà une avancée, c'est une percée. Mais j'aimerais bien dire, pour ceux qui voudraient peut-être lire la lettre dans l'enveloppe, pourquoi est-ce que vous ne croyez pas que cet avantage à bloquer peut être aussi un objet de chantage sur ce pouvoir et pour signer des accords? C'est pour cette raison que je dis les oppositions en Afrique doivent sortir des discours de victimisation, doivent sortir des discours de promesses et passer à ce que j'appelle l'engagement au quotidien. L'engagement au quotidien, c'est-à-dire, avant déjà d'annoncer l'élection présidentielle, mais l'élection municipale, dès les premiers pas dans les municipalités, poser des actes. Gérer différemment les municipalités par rapport à ceux qui sont au pouvoir, de telle sorte que le processus des 5 années qui vont annoncer l'élection présidentielle, après 1 an, après 2 ans, on va se rendre compte à Saint-Louis, à l'opposition, dans la gestion de la municipalité, a fait que des grands pas, a avancé, et lorsque cette opposition prendra le pouvoir, les choses iraient mieux. Là, quand je le dis, c'est pour dire, mon cher Rim, je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Je ne suis pas là pour plaire à Macky Sall, encore moins l'opposition. Je suis là pour dire simplement que être dans l'opposition ne voudrait pas dire qu'on va s'enfermer dans des discours de négation. Être opposant ne voudrait pas dire que lorsqu'on viendra s'affirmer comme, je veux dire, l'ennemi fondamental sur le plan de l'engagement politique de celui qui est au pouvoir, suffit à attirer ma sympathie. Être de l'opposition, c'est être capable de proposer des alternatives. Être de l'opposition, c'est ne pas simplement s'unir pour dire on va renverser tel. Oui, ben lorsqu'on l'aura renversé, qu'adviendra-t-il? Historiquement parlant, savez-vous qu'il y a des pays en Afrique où il y a eu tellement d'alternance en un demi-siècle, il y a eu tellement de présidents parvenus à la tête de l'État, mais l'eau a toujours manqué. Il n'y a pas toujours eu des paracétamol dans les hôpitaux. Pour autant, il y a eu changement de nom. C'était X, après c'était Y, après c'était... Voilà donc le débat qui s'impose à nous aujourd'hui. C'est de faire comprendre à cette opposition que l'heure est à ce que j'appelle les questions de souveraineté. Parce que si on pose le problème de monnaie, si on pose le problème d'éducation, si on pose le problème de santé, et qu'on gère ces problèmes indépendamment du pouvoir ultime, du pouvoir central qu'est la présidence de la République, mais à travers la municipalité, à travers le vécu quotidien,
je crois que ce changement arrivera. Mais s'il faudrait que ce soit simplement un changement de nom à la tête de l'État, moi, personnellement, je dis, je n'ai que foutre de ce que j'appelle le Kitateke Muponga. C'est simplement que on peut être éternellement au pouvoir, mais si on résout les problèmes du vécu quotidien de la population, on ne serait pas là à discuter. Voilà, Dakar et Ziguinchor font partie des deux communes qui seraient peut-être tombées dans l'escarcelle des partis de l'opposition, Yehui, Askanui et Walou Sénégal. Alors, Ousmane Sonko qui se présente aujourd'hui peut-être comme ce leader de ce Sénégal de demain, on élude un peu le fait, grâce à cette victoire de l'opposition, que le parti présidentiel a quand même eu 82, ça veut dire qu'ils ont quand même une majorité. Quelle est la suite pour une opposition qui vient de faire un tel score législatif? La suite, c'est quoi, Patient Pafendom? D'abord, faisons un effort, je te repose la question. Parce que quand tu dis d'opposition, tu dis l'opposition a gagné. Mais ce que tu ne dis pas, c'est que dans cette même opposition est divisée. C'est vrai ou c'est faux? Pour l'instant, ils se sont affichés en bloc. Hein. Non, ils ne sont pas allés en bloc à l'élection. Attention. On a parlé de coalition. On a non, ils ne sont même pas allés. On a parlé de deux coalitions. Non, attention. Parce qu'il faut édifier nos spectateurs des résultats qu'ils veulent. Il y a 3 blocs qui sont arrêtés des coalitions, même quand on refuse. Il y a la coalition qui est derrière le chef de l'État. Coalition présidentielle. Comment elle s'appelle? Elle a un nom là. On va retrouver, poursuivre. Il y a l'autre coalition qui est derrière le parti d'Abdoulaye Wade. C'est ça. Et la troisième coalition dans laquelle se trouve M. Ousmane Sonko. C'est les deux coalitions, Wade, Sonko, qui font, je crois, 80. Donc voilà, vous voyez déjà. Donc, rien n'a acquis. C'est pas un bloc homogène face au pouvoir. Non. C'est deux blocs qui ont pour intention première de bloquer Wade. C'est le principe actif de la coalition en même temps. Pardon? N'est-ce pas là le principe actif de la coalition? La coalition, c'est une mise en commun. C'est une mise en commun sur la base d'un programme bien écrit d'un certain nombre de choses. Alors c'est Beno Bokyakar. Hein, voilà. J'espère que la prononciation est voilà. Beno Bokyakar, la coalition présidentielle. Voilà. Deuxièmement, je suis très étonné aujourd'hui de constater, je suis face aux intellectuels, les gens disent que ça ne sert à rien de la coalition. Il faut toujours un homme et que l'homme dise ce que le peuple veut et puis on règle le problème. Faux! Mais on n'a pas dit ça. Mais c'est ce que vous avez dit, monsieur. Vous avez dit. Il n'écoute pas. Vous avez dit. Moi je dis, la base d'une victoire commence à tarder. La base d'une victoire, oui, c'est d'abord l'analyse de la situation. Vous analysez la situation à laquelle vous faites face. Et donc le choix potentiel des partenaires et des mais évidemment, vous ne prenez pas n'importe qui dans votre groupe. Même s'il peut vous assurer la victoire. Mais s'il peut vous assurer la victoire, cela veut dire qu'il est d'accord avec votre ligne que vous défendez. Vous ne pourrez... Bon, la preuve. En 92, tout à l'heure, quelqu'un a dit, je crois, c'est vous. Là, on revient au Cameroun, c'est ça? Oui, je peux prendre cet exemple pour que le Cameroun aussi comprenne. L'opposition a gagné, mais a perdu. Pourquoi? Parce que quand on comptabilisait le nombre de députés qui avaient l'Assemblée, exactement, l'opposition, comme vous l'appelez vulgairement, on a l'impression qu'ils étaient majoritaires. Mais sauf que il y a des blocs là-dedans qui étaient pro-pouvoir. C'est ça qui a fait la différence dans l'affaire. Exactement. Le MDR de M. Dakolo Darissana, et après je ne sais pas quoi. Ce n'est pas vrai. Je continue de vous dire. Vous dites que le panafricanisme n'est pas une idéologie. Bravo. Mais les postures panafricaines sont d'ordre idéologique, monsieur. Combattre le néocolonialisme, c'est une idéologie. Oh là là. Mais oui. C'est une idéologie, monsieur. Être dans une attitude anti-néocolonialisme, c'est une idéologie. Être dans une attitude néocoloniale, c'est une autre idéologie. Non. Mais je continue de parler. Vous m'expliquez pas ce que sont les... J'enseigne ça. Je vais expliquer ça. Vous comprenez? Ce qu'on appelle donc l'idéologie, ce n'est pas seulement le marxisme, ou bien le capitalisme, ou bien le socialisme, ou bien je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas seulement ça l'idéologie. Les idéologies sont des modes de pensée. Oui, monsieur. Les idéologies sont des modes de pensée et des modes d'action à la fois sociale et politique qu'on peut bien implémenter pour essayer d'apporter des solutions à la société. On va faire l'universitaire. Ok. Poursuivez. Maintenant, sur le plan philosophique, même si tu ramènes ça sur le plan philosophique, demandez à tous les Noirs du monde de se regrouper dans un continent. Parce que, contrairement à ce que même le panafricanisme est né à l'étranger, il n'est pas né en Afrique. Je pense que tout le monde le sait. Pour faire un bloc solide et ne plus continuer à subir
les humiliations et la violence d'autres populations, c'est une idéologie. C'est une idéologie. D'autres pensent que non, nous sommes dans un monde éclaté, il ne faut plus continuer à penser de l'Afrique. Même Bembe a théorisé là-dessus. Qu'il faut arrêter avec le panafricanisme, c'est dépassé avant de faire un retour-pédalage. Pour dire que maintenant, là où chacun se trouve, il est chez lui, il faut laisser avec ces histoires d'idéologie. Et nous disons le contraire en disant que tant que l'Afrique n'est pas unie, on va continuer à subir l'oppression des autres. Donc je pense sincèrement que dans le cas de Sénégal, quand je dis que je ne peux pas, ce n'est pas parce que je ne parle pas pour le Mali. Je dis que dans la question du pouvoir là, sur la base de cette élection, je continue de le dire, j'insiste. Ce qui a fait, on se peut considérer comme la défaite de Macky, c'est son intention d'un troisième mandat. On dit qu'il n'a pas déclaré. Il l'a déclaré à mi-mot. Donc, il y a eu plus de défaites de Macky que de victoires de l'opposition. Mais évidemment, c'est Macky qui perd cette élection. Ce n'est pas l'opposition qui la gagne. Ah non, c'est Macky qui perd cette élection parce qu'il a mis avant des velléités de mettre en avant le fait qu'on peut avoir un troisième mandat au Sénégal. Que Et le peuple dans tout ça? Mais justement, les manifestations que vous voyez depuis là, mais, toutes les manifestations, vous avez vu des gamins avec les pancartes, non au troisième mandat. Les gens sont morts pour ça. D'accord. Les gens sont morts pour ça. Bon, mais Wade, le père Wade, vous pensez que si Wade revient là maintenant, et qu'il y a une élection, il va dire je me mets derrière Sonko? Jamais. Ils n'ont pas le même programme politique. Wade est même plus proche de la politique de Macky Sall que de Sonko. Oui. C'est les libéraux. Attention. Donc je pense sincèrement que on peut se féliciter. Et puis moi je pense que c'est... faut pas que ça n'insulte pour les Camerounais non plus. Parce qu'on a donné l'impression que les Camerounais étaient des idiots qui ne comprennent pas la nécessité de se mettre ensemble pour régler un problème. Le Sénégal n'a pas de leçon à donner au Cameroun. Hein. Sur le plan de la résistance. Je suis désolé. C'est pas de ça. Je suis désolé. Ne parlez pas de ça. Quand vous parlez, je vous écoute. Hein. Suivez. Vous lui reprochez de ne pas écouter, s'il vous plaît. C'est pour ça que j'ai dit finalement, il faut que je me taise alors. Non, ne vous taisez pas. Continuez, poursuivez. Chantage émotionnel. L'UPC ne s'était pas. L'UPC ne s'était pas. Chantage. Surtout devant les cadets dont l'objectif c'est de mordre les mollets de l'aîné. Je ne peux que le comprendre. Alors, bon, donc je disais que les Camerounais, c'est le pays de la résistance, monsieur. On ne peut pas le dire non. Même en 90, qui a fait mieux que le Cameroun? 6 mois de ville morte. 6 mois de ville morte, monsieur. Résultat, on n'a pas gagné parce que quelqu'un a dit tu gardes le pouvoir, j'assume la répression. Donc, on l'a dit nulle part en Afrique. Il a été plus fort donc, acceptons. Oui, il a eu des alliés qu'on n'a pas eu. Les autres, parce qu'ils sont en accord avec l'autre, c'est pour ça que justement, comme le disait Omer Seda, il peut avoir des alternances à un plan fini, mais est-ce que les problèmes d'eau sont réglés au Sénégal? Non. Le problème de l'électricité sont réglés au Sénégal? Non. L'enseignement est réglé au Sénégal? Non. Et on tient le même discours. Mais il faut pouvoir... C'est pour cela, cher Bénécris, que nous disons... donc ça, le savoir. Ah, mais vous ne voulez pas écouter, vous faites semblant de ne pas vouloir écouter. Vous dites que nous n'écoutons pas alors que c'est vous qui n'écoutez pas. C'est pour cela que nous vous disons que l'Afrique dite francophone, surtout elle, quand on se bat contre les Français, elle a les mêmes problèmes. Elles ne sont pas conjoncturelles, elles sont d'ordre structurel. Structurel. Parce que nous sommes toujours dans une domination néocoloniale. Et tant que nous allons y être, quand je parle de contentieux historique, rien ne va avancer. Vous allez être dans des espaces où les chefs d'État vont changer chaque jour, et d'autres où, comme le Cameroun, après plus de 60 ans, on n'a que eu 2 chefs d'État, mais les problèmes restent les mêmes. Les problèmes restent les mêmes. C'est pour ça qu'il faut s'attaquer à la source des problèmes. Maintenant, comment le faire? Il faut le faire, monsieur, avec des accords et des alliances, des gens qui sont dans une rupture totale avec l'ancien ordre. Être dans l'opposition ne veut rien dire. Il y a des gens qui sont dans l'opposition, mais qui ont la même vision politique que ceux qui sont au pouvoir. Comment s'assurer qu'ils ne changeront pas? Vous nous avez dit un jour sur le plateau que les temps changent, et justement qu'avec eux, les hommes aussi. Comment s'assurer que celui qui est avec vous aujourd'hui et qui a peut-être la même vision ne changera pas demain? Est-ce qu'on peut en être sûr? Alors je vous dis quelque chose. Il faut le dire toujours. Il ne faut jamais remettre entre les mains de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, tes propres aspirations. Il faut toujours lutter. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que ce qui tue l'Afrique, peut-être c'est des histoires de nouvelles religions là. Ce sont les histoires des messies. Il est arrivé comme un messie, c'est fini. Avec lui, nous sommes sûrs que tous nos problèmes seront réglés. Super. Mais c'est faux. Super. Il faut toujours être dans le combat au quotidien. D'accord. Pour être sûr que
que le contrat que vous avez passé avec soit le parti politique, soit avec l'alliance politique, soit avec l'individu sera respecté. Et chaque jour qui sera tenté de dévier ou bien de trahir ce contrat, il faudrait le lui rappeler. Parce que nous sommes dans des espaces fragiles pour l'instant. D'abord, tout le monde entier, c'est comme ça pratiquement. Et c'est pour cela qu'on a besoin beaucoup plus des citoyens engagés, conscients, qui militent pour un autre espace de vie, quand sur des gens qui disent « Ah, moi j'ai dit ma Bible, j'ai confiance à Béni Christ, comme les chefs d'État, mais maintenant il parlait tellement bien en DBS, il mettait, comme c'est Béni Christ qui est président du Congo maintenant, les problèmes du Congo sont résolus. Faux et archi faux, monsieur. Même si c'est moi qui deviens président de la République, si ce travail de veille, constamment, permanente, si vous ne le faites pas, vous êtes mort. Et là, maintenant je sors. Il a dit quelque chose sur les chefs d'État, on ne veut pas sa gueule, parce que Macron est venu au Cameroun. Moi je combats Biya depuis 30 ans, sur le plan idéologique maintenant. Mais j'ai applaudi Biya. C'est ça. Dans son face à Macron, le président Biya a montré qu'il savait ce que c'est être digne, la dignité. Ce n'est pas parce que ton adversaire te dit que l'allaitement maternel est bon pour le bébé que toi tu vas dire que puisque c'est lui qui l'a dit, donc c'est une mauvaise chose. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas fait la politique. Je suis désolé, ce n'est pas ça la politique, Béni Christ. Et c'est ce dans quoi on veut nous traîner. Ce n'est pas ça la politique. En Afrique. Même ton adversaire par moment peut dire quelque chose qui est bien. C'est vous qui créez. Il faut l'accepter. L'adversaire politique, moi, il faut l'accepter. Oui, non. La politique, il y a les adversaires politiques. D'accord, pas des ennemis. Il y a des adversaires politiques. Donc, sincèrement, oui, je sors rapidement pour dire que c'est une très bonne chose. Je pense tout simplement que, j'espère, je veux dire, que les Sénégalais, nos frères sénégalais, seront transformés l'essai, mais pour ramener le débat vers ce que nous avons le fondamental essentiel, c'est-à-dire que les luttes, les éléments de combat que nous avons dans le cadre de notre vision panafricaine. Quoi? Il faut faire un franc CFA. Deux, il faut arrêter avec ces affaires des accords de coopération. Trois, il faut militer pour l'unité politique de notre continent. C'est ce que moi j'attends des hommes politiques, de quel espace qu'ils soient. Et pour moi, c'est chose que j'énonce, c'est de l'idéologie panafricaine. Voilà. Si pour vous, ce n'est pas l'idéologie, pour moi, c'est de l'idéologie. Je pense qu'il y aura un débat dont la thématique sera le panafricanisme, l'idéologie ou bien il faut quand même préciser que s'il fallait s'en tenir à la traduction étymologique, il y a idée dans idéologie quand même. C'est idéa et logos, tout simplement, science et idée. Alors, votre analyse est partagée par certains de nos téléspectateurs sur la page. La Blague Tiné Dollar nous dit que tout opposant sénégalais qui ne nous parle pas des 11 accords de la France est loin de changer le système. Seul Ousmane Sonko est aujourd'hui celui qui tient ce discours. Il est temps qu'on se débarrasse du système français. Et Kofi qui ajoute, tout ça c'est long, ce modèle de démocratie représentative par le vote ne nous ressemble même pas. Travaillons plutôt à imaginer notre propre modèle de gouvernance. Merci à la réalisation qui, avec ses plans futuristes, nous permet de lire à travers l'écran. Docteur Yam Timba, quelle est la suite donc? Peut-être objectif atteint, premier palier de cette reconquête conquête du pouvoir. On a pris une bonne avance sur ces législatives. La suite, c'est quoi pour cette opposition-là? La suite viendra de la façon dont je vais dire 2-3 premiers mots préalables. Et je crois que c'est extrêmement important parce que l'opposition camerounaise n'accepte pas un certain nombre de critiques. C'est très beau. Non, attendez. Est-ce qu'on devrait pas mettre ça sur la table? C'est très beau quand les Camerounais critiquent les autres pays. Non, pas du tout. On n'a plus beaucoup de temps. C'est très beau. Je vais évacuer ça très rapidement. C'est très beau quand les Camerounais critiquent. Et passion souffrir en silence. C'est très beau quand les Camerounais critiquent les autres pays. Ils aiment ça. Ils sont contents. Le jour où on s'en prend, on veut essayer simplement d'attirer leur attention sur 2-3 choses. Ils réagissent tous comme le grand Frendo. D'ailleurs, lui, il est très calme. Parce que beaucoup, ils prendraient la chicotte. Parce que ces gars n'acceptent pas la critique. Ils ont le sentiment de... Il a parlé du Messie. C'est un trait de psychologie de l'opposition camerounaise. Chacun se prend pour un Messie. Ils savent tout. Les électeurs sont des idiots. Ils enseignent tout ça. Les électeurs, c'est des idiots. Ils n'écoutent pas. En 92, ils viennent nous dire qu'il y avait des gens qui étaient pour du pouvoir. C'est faux. L'opposition sénégalaise parle-t-elle à l'opposition? Non, j'arrive à quelque chose. Non, pas du tout. Écoutez-moi bien. 92, c'est faux. Ce qui se passe, c'est que vous avez une figure là qu'on appelle le président du MRC. Et vous avez Froundi, c'est lui qui était le directeur de campagne de Froundi en 92. C'est ce type, parmi ces gens-là, qui vont conseiller à Froundi de ne pas aller aux élections législatives. Il a
conséquence, c'est que la plus grande force politique du pays ne va pas aux élections législatives. Aujourd'hui, il pleure. Il dit, ouais, il y avait des gens qui étaient du pouvoir. Alors que la plus grande force politique n'est pas allée aux législatives. Ils n'assument pas leurs erreurs. Et c'est ça le problème avec eux. Tant qu'ils n'assumeront pas, comment est-ce que le pays va avancer? Vous avez des types qui ont toujours tout bien fait. Ils n'ont jamais fait d'erreur. Ils sont parfaits. Comme lui, Parfendo. Ils sont parfaits. Il dit parfait, il s'appelle Parfendo. Non, c'était non, pas du tout. Lui, il a compris que c'était pas. Donc, ils sont comme ça. En fait, justement, là, imaginez si Froundi était allé aux élections législatives en 92. Mais il n'y aurait jamais eu de deal entre le MDR et le RDPC. Puisqu'il n'y aurait même pas... Froundi n'aurait pas pu avoir moins de députés que l'UNDP, il le sait. C'était pas possible. Voilà qui est dit, docteur Yam, parlons plutôt de l'opposition au Sénégal. Non, j'y arrive. L'opposition au Sénégal, oui. Quelle est la suite? L'opposition au Sénégal ne peut pas s'être réunie. Les coalitions qui se sont formées ne peuvent pas se former sans un minimum de consensus. Il ne faut pas venir ici donner l'impression que ces gars sont idiots. Il y a un consensus minimal, et quand j'entends Omer Seda dire qu'on ne prend pas les décisions dans la précipitation, mais il n'y a pas de précipitation. Ça fait 5 ans qu'il prépare cette élection-là. Donc, il y a eu des discussions, des débats, etc. Ces gens-là sont quand même des gens sérieux. Et ils ont un consensus minimal sur la base duquel ils se sont alliés. Si aujourd'hui Wade et Sonko se parlent au moins, c'est quand même parce qu'il y a quelque chose qui les lie. Et ce qui lie ces gens-là, ce n'est pas ce que je vous ai entendu dire le tout, sauf Macky Sall. Prenez les discours de campagne. Ces gars-là, l'essentiel de leur discours de campagne, ça portait sur les problèmes des Sénégalais. Qu'est-ce qu'ils ont? Des problèmes de route, les problèmes d'eau, les problèmes de scolarité, les problèmes de nourriture, de panier de la ménagère. C'était ça. Donc, il ne faut pas du tout dire ça. Et même, et ce qu'on reproche à l'opposition du Cameroun, justement, c'est de dire tout sauf Biya. C'est pas ça. Le problème de Cameroun, c'est pas Biya. D'abord, Biya fait partie du système, et à un moment donné, il va partir, qu'il le veuille ou pas. Mais ça, il faut porter le peuple d'abord pour qu'il vienne vous élire. D'accord. Bon, alors, donc, je dis, je ne suis pas en train de soutenir Wade ici, vous savez très bien que je suis très loin de soutenir Biya. Je dis de Wade, je dis simplement qu'ils se sont entendus. Je parle de la structuration de l'opposition. Je ne parle pas de Wade. L'opposition sénégalaise n'a jamais parlé de Macky, très rarement parlé de Macky Sall pendant la campagne. Très rarement. Ils ont parlé du surenchissement du coût de la vie, par exemple. Des choses comme ça. Qui rendent le quotidien des Sénégalais très compliqué. Et moi, je crois que ce qui est magnifique, c'est que pour nous, les autres panafricanistes, et c'est pour ça que mon appel que j'ai lancé pour 10 000 élus panafricanistes à partir de l'année prochaine, c'est que nous voyons le grand remplacement qui se met en place. Et l'autre erreur de l'opposition camerounaise, c'est de dire Macky Sall a perdu. Au lieu de dire que l'opposition a gagné, vous voyez des types qui sont dans un état d'esprit pessimiste. Ils voient le président a perdu. Non! C'est l'opposition qui a gagné. Mais monsieur, vous êtes des forces progressistes. Donc, voyez les choses qui montent, pas celles qui descendent. Voyez celles qui montent. Merci, donc, en fait, laissez-moi finir. Oui, mais c'est pas lui qui a perdu. Il n'a pas perdu. C'est un philosophe qui nous dit. Il me coupe tout le temps. Laissez-moi finir ma phrase. Finissez, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est ça le problème. Il n'a pas compris encore clairement que ce qui se passe au Sénégal, c'est qu'il y a des membres de l'opposition qui ont convaincu le peuple. Et par le fait qu'ils aient convaincu le peuple leur donne des voix. Et donc, en fait, c'est ces gens qui ont gagné. C'est ces gens qui ont gagné. C'est un peu comme les gens qui vont dire en 1990, Cameroun-Argentine, tous les Occidentaux lisaient toute la presse occidentale à l'époque, c'était l'Argentine qui avait perdu. Et mais toute la presse africaine, disait le Cameroun a gagné. Vous voyez la différence d'attitude. C'est ça la différence. Et c'est ça que l'opposition, par exemple, dans des pays comme le Cameroun ne comprend pas. Ils sont dans une attitude défaitiste, dans une attitude. On vous demande pas. Non, va nous diriger. Ils ont mais parce passent le temps à avoir des problèmes de personnes. Non. Tu passes le temps, monsieur, à chirer sur les gens qui se sont sacrifiés. Battez-vous. Vous ne comprenez pas ce qu'on dit. Pourquoi ça n'écoute pas? Toi, tu peux te battre aussi. Tu peux te battre. Laissez-moi achever ma phrase. Laissez-moi achever ma phrase. Je suis polémiste ce matin. Non, tu dois être politique. Sauve le Cameroun, tu vois ton pays qui sombre, tu as la solution. Tu as la guerre. On parle de Ouattara, de Bédié ici, il n'est jamais comme ça. Mais dès qu'on parle de leur opposition, parce que tu ne pas insulter les Camerounais depuis que tu prends la parole. Tu insultes les Camerounais, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. 30 secondes, j'achève ma phrase. Moi, j'achève ma phrase en 30 secondes. Après, on dira ce qu'on dit. Merci. Mais 30 secondes. J'ai dit 30 secondes. Voilà, vous avez des gens
chaque fois qu'on est en train de ne revenez plus au Cameroun, restons au Sénégal, je vous en prie, vous ne choisissez pas mes mots. S'il vous plaît, docteur. Vous avez un état d'esprit en Afrique que nous voulons voir prospérer, à savoir que si dans un pays, un parti d'opposition gagne un député alors qu'il n'en avait pas, c'est ce parti qui a gagné. Ce n'est pas le parti au pouvoir qui a perdu, c'est ce parti qui a gagné. Et donc, ce qui se passe au Sénégal, c'est une grande victoire de l'opposition sénégalaise. Et c'est l'état d'esprit, c'est-à-dire des gagneurs, des vainqueurs, des winners, que nous voulons voir en Afrique, pas l'état d'esprit des gens qui se plaignent que tel autre a perdu. On est là pour gagner, pas pour perdre. Et malheureusement, il est 8h32 à Dakar et 9h32 sur les berges du Vouri. Messieurs, c'est ça aussi le débat. Il n'y aura pas de dernier mot, docteur Vénicré. Malheureusement, même pas une seconde. On n'a plus le temps. Allez, c'est aussi ça le professionnalisme. Il faut qu'on reste dans les cordes. Allez, on va vous dire merci à vous, chers messieurs. On les aime, les réveils matinaux c'est du BS Télévision, ainsi qu'ils sont. Et je vous promets, patient par homme, qu'il y aura un débat sur l'opposition camerounaise. Ce serait bien. Et certainement, et sur le panafricanisme, bien sûr. Vous avez été nombreux à nous suivre depuis lundi jusqu'à vendredi. Merci à l'équipe de production qui nous accompagnait, Passion Parfendum, Omer Seda, Dr Benikris et Dr Yam. Merci d'avoir clôturé avec nous cette belle semaine. Et j'espère que vous vous porterez encore bien ce week-end pour revenir tout boosté, tout chargé. Lundi, le combat continue et il se mène sur la chaîne Bleu et Blanc.